Quelle serait la meilleure manière de transmettre mes connaissances? Ah ben l'humiliation! Demain j'école, ah là là, j'école avec monsieur machin ou avec madame truc, ça va être terrible. Et bien là, on va devoir se le farcir toute l'année. Le but, c'est de rester à flot. Non, pas du tout. La seule issue, c'est celle de péter un plomb. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu fou. La seule étoile qui brille au loin, c'est absurde cette histoire. Et tu vas me dire, mais je serai jamais prêt. Bienvenue. Je m'appelle Olivier Geneste, vous me connaissez pour ma chaîne YouTube All Jeune les maths en finesse, et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de mon podcast. Dans ce podcast, je n'ai pas l'ambition de vous assommer ou de vous embrumer l'esprit à grands coups de mathématiques, mais je vais plutôt vous parler de tout ce qui tourne autour de cette discipline et de son enseignement. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui tourne autour des classes préparatoires. J'ai titré « Comment ne pas sombrer », c'est quelque chose d'assez négatif. Je dirais ici que, au-delà de remonter la pente, il y a aussi l'idée de parvenir à une performance supérieure, quelque chose de beaucoup plus positif. C'est vraiment ce que je vais essayer de communiquer là. Il va y avoir 2 axes, principalement, parce que j'ai choisi 7 questions, et ça tourne autour de 2 thèmes qui sont concomitants. Il y a d'un côté la performance académique, par exemple, ne pas se laisser déborder par une masse de connaissances qui serait trop grande, des connaissances qui afflueraient en trop grand nombre et trop vite. Et de l'autre côté, et c'est quelque chose qui pour moi est aussi important, voire peut-être même plus, c'est le plan de l'état d'esprit, et qui peut avoir une influence considérable sur les émotions qu'on ressent, et donc sur la capacité de travail, et donc, in fine, sur la performance. Alors, le paradigme général, c'est une image que je souhaite te donner, c'est l'image d'une petite embarcation, avec quelqu'un qui a des rames dans chaque main, sur un plan d'eau. Et l'idée principale, c'est vraiment de se dire que sur quelque chose qui est un plan d'eau, quelque chose qui est avec une eau très calme, quand on rame, on a la joie de remarquer l'efficacité de chacun des efforts qui est produit dans un transfert, quelque chose qui va donner de la vitesse à l'embarcation. De l'autre côté, dans une mer déchaînée, avec des vagues dans tous les sens, des éclairs, on voit à peine ce qu'on fait, on peut ramer aussi fort qu'on veut, le problème c'est que ça ne va pas produire du tout les mêmes effets. Donc c'est une petite image pour faire comprendre l'importance que j'accorde à un climat serein. Parce qu'on associe souvent les classes préparatoires à quelque chose de l'ordre de la pression, de la compétition, de quelque chose de tumultueux. Certes, ça c'est ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a tout intérêt à garder quelque chose de serein. Et je vais essayer de répondre à chaque question dans l'optique d'un gain de sérénité, d'un gain de quiétude, d'un gain d'apaisement, de manière à ce que les choses se passent bien. Je pense que ça suffira comme introduction. Première question. Quels sont les conseils que vous préconisez pour une entrée sereine en MPSI, en plus d'une très bonne maîtrise des attendus de terminale? Alors, tu te diras ici que j'arrive peut-être après le coche, puisque cette question était sûrement posée pour la rentrée, la vraie rentrée scolaire, et pas pour les vacances de la Toussaint. Mais je pense que je vais pouvoir produire une réponse intéressante même maintenant, donc je me permets de préciser ça tout de suite, que ça va garder sa pertinence. Il y a aussi 2 autres éléments sur la question qui me paraissent importants. Le premier, c'est, on me parle d'une rentrée en MPSI, et je vais remplacer ça par des études supérieures exigeantes. Et de l'autre côté, et c'est là le point de départ de ma réponse, c'est qu'entend-on par de bons attendus de terminale? Parce que là, il y a souvent, voilà, ce que j'appellerais un gros malentendu, en faisant preuve d'humour, entre 2 choses. D'un côté, il y a la familiarité dont on dispose avec les notions du programme. Donc, est-ce qu'on a déjà entendu parler de graphes, de chaînes de Markov, de nombres complexes, de suites? C'est une question. On est familier avec les objets, on est familier avec les théorèmes, les propositions, les outils qui permettent de les manipuler. En gros, on a la boîte à outils, et puis on peut admirer dans sa caisse à outils tous les outils qui sont bien rangés, etc. C'est une chose. Et de l'autre côté, il y a le niveau de maîtrise et d'autonomie dont on est capable de faire preuve avec ces outils-là. Et on va rendre la chose très claire tout de suite. D'un côté, il y a le brevet des collèges, et de l'autre, il y a le concours kangourou, par exemple. D'un côté, il y a le bac, et de l'autre côté, il y a les olympiades. Ce sont des exigences différentes. D'un côté, on exige une connaissance, une familiarité avec les outils et une maîtrise modeste, dirons-nous. Et de l'autre côté, on va chercher beaucoup plus vers l'initiative, vers l'autonomie, vers quelque chose qui s'apparente à une réelle maîtrise. Et donc, quand on parle des attendus de terminale, eh bien, les attendus de qui? Parce que finalement, on peut se dire, si ce sont les attendus qui permettent d'obtenir une très bonne note en mathématiques au baccalauréat, ce ne sont pas forcément des attendus qui vont correspondre ensuite à
des perspectives de développement excellentes dans le supérieur. Je ne dis pas non plus que c'est l'inverse, mais je dis je ne suis pas certain. Au contraire, quelqu'un qui me dit je suis rompu au sujet concours kangourou, les concours d'Olympiade, le concours général, j'ai l'habitude, avec les outils que je maîtrise déjà, de m'exercer à faire preuve d'initiative, à les manipuler avec créativité, je dirais que là, il y a quand même un transfert que j'espère supérieur pour une rentrée en MPSI. Voilà, à défaut de répondre à la question de comment se préparer, déjà ce qui attire mon attention. Déjà, avoir la conscience que les attendus de terminale des uns ne sont pas forcément ceux des autres. Et le mécanisme qu'il y a derrière, le mécanisme que j'essaie de mettre en scène, c'est que on peut avoir par exemple un étudiant qui est en L3 et qui se dit j'ai largement le niveau L1. Non, pas du tout. Tu as une connaissance plus vaste, une plus grande familiarité avec les objets, mais rien ne dit que l'étudiant de L1 ne va pas avoir une maîtrise supérieure des objets dont il dispose que l'étudiant de L3. C'est ce genre de choses-là. D'un côté, le nombre d'objets avec lesquels on est familier, et de l'autre, la maîtrise dont on est capable de faire preuve en manipulant ces objets. Alors maintenant, quand je repense à la question et à la personne qui me l'a posée, je vais me dire, mais cette personne se dit peut-être, je ne connais pas mon niveau de maîtrise. Le seul référentiel que j'ai, c'est celui de mes classes au lycée. Comment je pourrais savoir si ça suffit ou pas? Je n'en ai aucune idée. Et donc, je vais répondre à cette question des conseils en 2 temps. D'un côté, il y a ce grand thème des lacunes. Ce qui est certain, c'est qu'il est hautement souhaitable d'essayer de les combler a priori. Ça peut être des lacunes en calcul, des lacunes sur certains thèmes, des thèmes où on se dit « Ouh là là, s'il y avait une interro surprise sur ce thème demain, je serais foutu ». Je pense que c'est une bonne chose d'essayer de combler ce genre de thème-là, d'essayer de travailler, d'essayer de gagner en maîtrise, de pas avoir de boîte noire en se disant « Oula, ça, il vaut mieux pas qu'on y aille ». Parce que dans des études supérieures en mathématiques exigeantes, on va y aller, et pire encore, on va construire par-dessus. Donc c'est un conseil qui est général, mais je vais le dire parce que c'est quand même très important. Avant toute chose, peut-être essayer de gagner ce niveau de familiarité et de maîtrise même superficielle qui consiste à te dire pas d'impasse. Et de l'autre côté, la vraie question c'est est-ce que je dispose des méthodes de travail qui vont me permettre par la suite de gagner un niveau de maîtrise supérieur? Est-ce que j'ai l'habitude de faire des exercices qui me secouent un peu, qui me remuent un peu, qui ne sont pas de l'application stricte d'une proposition ou d'un théorème? Est-ce que j'ai l'habitude de travailler un cours de mathématiques, non pas en l'apprenant, mais en essayant vraiment de le comprendre? Est-ce que j'ai l'habitude de produire des exemples, des contre-exemples? Est-ce que je me suis familiarisé avec la notion de démonstration en mathématiques? Est-ce que j'ai une idée de comment on rédige une solution en mathématiques? C'est, si tu veux, un espèce de socle commun de méthodes, de méthodologies, de choses qui vont t'aider à construire par la suite un édifice qui va être plus robuste. Autrement dit, ce que j'essaye de dire là, c'est que pour moi, bien au-delà d'essayer de prendre de l'avance, par exemple, sur des chapitres de MPSI, ce qui serait finalement une espèce de translation, un +2 ou un +5 sur le score, mais tout en gardant une maîtrise relativement superficielle, en ne comprenant pas tellement ce qui se passe, je pense qu'il est bien plus intéressant de se munir des outils qui vont permettre une compréhension plus profonde de tout. Et parce que c'est quelque chose qui va être de l'ordre de la multiplication du rendement. Quelque chose qui va multiplier le rendement par 1,2, par 1,3. Quelque chose qui va faire que chaque heure de travail passée va être plus rentable, va être plus propice à des progrès. Et cela ne t'étonnera pas, c'est tout à fait lié aux centaines d'heures que j'ai passées l'année dernière à l'élaboration de plusieurs formations sur les thèmes des exercices, du cours, des raisonnements et de la logique et des calculs. Parce que, en début de classe préparatoire, en début d'études supérieures, ou même bien plus tard, de temps en temps, les problèmes sont toujours les mêmes. Dans les demandes de cours particuliers, ce sont toujours un peu les mêmes problématiques qui apparaissent. Au niveau des exercices, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve j'arrive à faire les exercices qui sont proches de ce qu'on me donne, mais dès lors qu'il faut faire preuve d'autonomie, d'initiative, dès lors qu'il me faut avoir des idées, bien je fais face à bien des difficultés. Pire encore, lorsque je lis la solution d'un exercice, je me dis que les choses tombent du ciel et je n'arrive pas à en tirer profit pour moi-même avoir ce genre d'idée. Là, on est dans la formation sur les exercices. J'ai présenté toute une méthodologie pour favoriser le développement spécifique de ces compétences-là. Ce n'est pas des exercices qui visent à rattraper des lacunes sur tel chapitre. C'est la méthodologie qui permet de gagner en maîtrise, d'être capable de faire plus de choses avec les outils dont tu disposes déjà.
D'un point de vue du cours, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du je peux apprendre les définitions et les théorèmes, mais je ne suis pas sûr de les comprendre vraiment. Les gens qui donnent des cols en classe préparatoire sont très familiers avec le phénomène. On retrouve des démonstrations qui sont apprises, mais qui ne sont pas forcément comprises. La grande question, c'est comment? Comment faire? Là encore, j'ai passé des heures à faire des vidéos illustrées avec une méthodologie où je donne un conseil, je l'illustre, un conseil, je l'illustre, etc., pas à pas. Et je te le dis, c'est quelque chose que j'emploie aussi au quotidien. Quand j'essaie de me familiariser avec un objet où je me dis, waouh, ça fait 10 ans que je ne l'ai plus vu, j'essaie d'appliquer le protocole que j'ai transmis dans l'information sur le cours. Maintenant, à la Toussaint, il y a aussi un autre phénomène, ce sont les points qui ont été perdus lors des épreuves écrites, semés comme le petit pousset, pour des questions de réponses qui sont mal rédigées. Dans des études supérieures exigeantes, il y a l'exigence d'une rédaction solide, de quelque chose qui soit très rigoureux du point de vue des raisonnements. Il va y avoir des questions de quantification des variables, des questions de logique aussi, des raisonnements par analyse-synthèse, des raisonnements mystérieux. Il va y avoir des confusions entre des conditions nécessaires d'un côté, des conditions suffisantes de l'autre. Et tout ça, ça peut être un énorme nuage, mais ça ne dépend pas vraiment des mathématiques elles-mêmes, tout ça. Des raisonnements par analyse-synthèse, on en retrouve aux quatre coins des mathématiques. Ça peut être en arithmétique, ça peut être pour résoudre des équations fonctionnelles, ça peut être pour absolument n'importe quoi. Eh bien, dans une optique de bien préparer une entrée dans le supérieur, ou peut-être de bien la poursuivre, de rattraper un peu des lacunes méthodologiques qui pourrait y avoir, eh bien, je recommanderais cette fois la formation sur les raisonnements. Et de la même manière, il y a une dernière formation que j'ai faite et qui complète ce que j'ai appelé le PAC Fondation. C'est une formation pour le calcul et notamment pour régler ces problèmes d'erreurs récurrentes dans un calcul. J'estime qu'on ne peut pas faire d'études supérieures exigeantes en mathématiques en se disant à chaque question calculatoire « Ah, mince alors, voilà une question que j'ai 75% de chances de planter ». Je pense que c'est trop dommage, qu'il vaut mieux prendre le taureau par les cornes et essayer de repartir sur des bases saines. Exercice, cours, raisonnement, calcul. Pour moi, quand on a les méthodes qui permettent d'évoluer favorablement sur ces 4 thèmes-là, ce sont les 4 piliers de très bonnes études supérieures. Et c'est indépendant du domaine d'études des mathématiques considérées. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que ça suffit finalement d'avoir les bonnes méthodes? On va dire, est-ce que si j'ai les bonnes méthodes, je vais rattraper un tel qui a tel niveau, etc. Là, le problème, c'est qu'on se lance dans des comparaisons et j'amorce un peu d'autres questions sur l'état d'esprit. C'est-à-dire que, non, bien entendu, il n'y a pas que la méthodologie. Il va y avoir aussi les capacités, le potentiel, le talent, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais là où la part de responsabilité est à récupérer, c'est qu'est-ce que je peux faire? Je suis en terminale, ou je suis aux vacances de la Toussaint, je sens qu'il me faut quelque chose en plus, qu'est-ce que je peux faire? Ma réponse est très simple. Je pense qu'il est question d'un côté de combler certaines lacunes mathématiques, mais que de l'autre, il est aussi très intéressant de combler certaines lacunes méthodologiques, des lacunes méthodologiques qui vont permettre d'augmenter le rendement de chaque heure de travail passé. Et je vais aussi donner une réponse qui complète ça sur le plan de l'état d'esprit. Je pense qu'on est tellement sollicité dans les études supérieures, notamment celles qui visent un concours, qu'il est bon aussi d'avoir un cadre, une méthode en laquelle on peut avoir confiance. Je ne me contente pas de donner des conseils. J'explique pourquoi et comment je donne chacun de ces conseils. Je ne me contente pas de dire « fais ci, fais ça, regarde, ça marche ». Il y a toujours mes petits personnages, des séraphins, des jades, des ambres, qui interviennent et qui posent des questions, qui remettent en question les conseils que je donne. Et même si ce ne sont que des avatars imaginés, les questions que ces élèves posent, ce sont des questions qu'on m'a posées, que mes élèves m'ont posées par le passé. Et je prends le temps d'y répondre. Et je pense que cette confiance-là, ça peut vraiment faire la différence, parce que quand on va passer de longues heures à étudier le soir, qu'il fait nuit, etc., et qu'on se dit « je passe quand même beaucoup d'heures à étudier cette discipline-là », je pense que la moindre des choses, c'est d'être convaincu que ce qu'on fait a des chances de nous mener vers les meilleurs progrès, vers la meilleure progression. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette question. Je repensais aussi à Clémence, qui avait failli ne pas être acceptée en classe préparatoire ECG, à l'Institution des Chartreux, et qui a fini largement dans les premières de sa classe, notamment en mathématiques. C'était quelqu'un de très capable, et pourtant en terminale, son potentiel n'avait pas du tout été exploité, donc il n'y a pas forcément à s'en faire sur les attendus. Aujourd'hui, le niveau que tu as en début de classe préparatoire, même, ça n'a peut-être rien à voir avec celui que tu auras dans 2 ans. C'est quelque chose à considérer. Et je pensais aussi à une histoire de pilote de chasse et d'avion, mais là, on va laisser tomber. Je pense que je vais passer à la question suivante. Deuxième question. Quels sont vos conseils pour ne pas se laisser déborder par la masse des choses à apprendre? Alors, c'est
une problématique qui revient très souvent dans les premières semaines, notamment en classe préparatoire, et c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut accepter. On sera toujours débordé par la masse de ce qu'on ignore. C'est constitutif. Et je pense qu'en classe préparatoire, il y a toujours du retard. Alors, je vais nuancer ça. D'un côté, je pense qu'il faut faire en sorte d'être familier avec les notions qui sont abordées. De ne pas créer de lacunes qui permettraient un décrochage total avec ce qui est construit par la suite. Mais ce qui est certain, c'est que même quelqu'un qui me dirait « je n'ai pas de retard, je suis familier avec tout ce que j'ai vu », je dirais que de toute façon, du point de vue du niveau de maîtrise, il y a toujours à aller chercher et on va toujours se retrouver en difficulté. Autrement dit, à moins d'avoir en face de moi quelqu'un qui est capable de résoudre de tête et sans effort n'importe quel exercice qu'on donne pour rentrer à l'école normale supérieure, je pense qu'il y aura toujours la sensation de se dire « il y a une foule de choses que je n'arrive pas du tout à faire ». Et donc, déjà, l'enjeu, c'est d'accepter que c'est normal. Alors, à partir de là, que faire? Une fois qu'on a réussi à accepter que de toute façon, il y allait avoir des connaissances qui allaient affluer en excès, je pense qu'il faut vraiment se mettre en tête les mots de hiérarchisation des priorités. Et ça veut aussi dire de temps en temps de ne pas traiter certaines choses. Le but, c'est de rester à flot. Ce qu'on veut, en classe préparatoire notamment, c'est de faire en sorte de ne pas accumuler des lacunes sur lesquelles on va construire. Donc ça veut dire que, et c'est quelque chose que je détaille d'ailleurs dans la méthodologie d'apprentissage du cours, dans un cours de mathématiques, il y a des éléments incontournables, des éléments essentiels à côté desquels on ne peut pas passer sans compromettre toute la suite. Donc quand on parle par exemple de convergence de séries numériques, il y a quand même des incontournables comme les séries de Riemann, la règle de Riemann qui en découle pour les séries à termes positifs. Là, clairement, faire l'impasse sur ce genre de choses, ce serait une lacune. Mais est-ce que la proposition qu'on a rarement vue appliquée, peut-être même jamais, ou dans un exercice extrêmement compliqué, est une priorité? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut accepter de se dire, bon, je sais qu'elle existe, je l'étudierai peut-être un jour, mais là, au vu du rythme auquel les connaissances affluent, je pense que je ne peux pas me permettre de passer du temps là-dessus. Et je pense que ma réponse va s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il faut accepter que les connaissances viennent en excès et se dire qu'il va falloir faire un tri, il va falloir pondérer les connaissances et accorder du temps en fonction de la pondération qu'on aura accordée à telle ou telle connaissance. Et pour te dire à quel point c'est important, je pense que la plupart des gens qui ont terminé leur classe préparatoire ont découvert en eux une capacité de travail insoupçonnée, ça c'est certain, mais de l'autre côté aussi, une capacité justement à faire des hiérarchies de priorités. Et c'est vraiment un grand enjeu de savoir où dépenser son temps, même dans une période de révision, quand on va préparer des écrits de concours, on va être exactement dans la même situation. On ne sera pas forcément débordé par les connaissances qui affluent, puisqu'elles n'afflueront plus, on est en période de révision, on est plutôt débordé par la masse des choses qu'on ne maîtrise pas encore, et il est à nouveau question de faire des choix, et je pense que c'est à peu près ma réponse à la question. Ne pas croire que l'on peut tout faire, ne pas se mettre tout seul dans des conditions dans lesquelles la seule issue, c'est celle de péter un plomb, choisir des priorités, essayer de s'y tenir et affiner le plan au fur et à mesure. Troisième question. Quels conseils auriez-vous pour bien gérer la préparation d'école? Alors, je dirais ici que la question m'interpelle parce que, d'après mes souvenirs, et je pense qu'ils sont corrects, le poids dans la pondération de la moyenne en mathématiques qu'on accorde au col est mineur. C'est finalement peu d'heures. L'école, on en a une par semaine, mais bon, comparé au nombre d'heures qu'on va passer à travailler dans l'année et pendant 2 années en classe préparatoire, c'est quelque chose qui est petit. Donc on peut se demander, mais pourquoi on me pose la question sur la préparation d'école si ça a si peu d'importance, si les DS sont coefficient 8 et que les cols sont coefficient 1? Mais finalement, pourquoi? Et c'est là que je reviens à l'introduction que j'ai faite à ce 3e épisode de ce podcast. Là où, d'un point de vue académique, les choses peuvent n'avoir qu'une faible importance, je pense que d'un point de vue émotionnel, les cols sont une épreuve majeure pour les étudiants. Et que c'est pour ça qu'on me pose les questions de bien gérer la préparation. Parce que si c'était juste de préparer une petite interro surprise qu'on va rendre et avoir un 4 sur 20 avec un coefficient 1, je pense qu'on ne me poserait pas cette question-là. Alors maintenant, pour commencer, je vais avancer une possibilité provocante, et c'est celle de ne pas préparer la dite colle. Alors, je vais nuancer ça, je vais expliquer dans quelle situation ce serait pertinent, mais je veux absolument aller à l'inverse de l'approche qui consisterait à se dire « Demain, j'ai colle, oh là là, j'ai colle avec monsieur machin ou avec madame truc, ça va être terrible.
Il faut absolument que je connaisse toutes mes démonstrations pour ne pas me faire atomiser, parce que sinon ça va très mal se passer, je vais très mal le vivre et je vais être déprimé toute la soirée, je vais pas pouvoir travailler et ça va avoir un impact sur mon sommeil et sur le lendemain, etc. Je dis relax, tranquille, c'est une colle. Je vais essayer de donner des axes qui permettent de trouver du détachement là-dedans. C'est là où je parle d'état d'esprit. On va se dire que une colle n'est qu'une colle. C'est un moment à passer pour essayer de se mettre à l'épreuve en mathématiques, dans l'interaction avec quelqu'un. Et donc que si, finalement, il y a beaucoup de choses dans la hiérarchisation des priorités qu'on doit faire avant, qu'on doit préparer un DS, qu'on doit rattraper quelque chose de très important en mathématiques, quelque chose qui va dans le sens d'une vraie maîtrise, quelque chose qui va dans le sens d'une progression, et qu'on se retrouve avec un choix entre faire des choses qui permettent de progresser à long terme, qui sont à visée du concours. On se dit, quand je travaille de ce côté-là, je sens que je progresse en mathématiques, c'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir m'appuyer par la suite. Ou alors me dire, il faut absolument que j'apprenne ces démonstrations par cœur, parce que sinon, tatati tatata, et que dans 2 semaines, j'aurai tout oublié. Je pense que j'aurais tendance à choisir la première solution. Je parle à la première personne, je n'ai jamais choisi que la première solution. Cela dit, j'ai bien conscience que ça demande un détachement émotionnel qui est assez grand et l'acceptation de prendre un 7 sur 20 avec un colleur cassant, avec une indifférence la plus totale. Ce qui compte, quand on est en classe préparatoire, ce sont les progrès qu'on essaie de réaliser en vue d'un concours. C'est le travail qu'on essaie de réaliser en vue d'une progression pour être performant un seul jour, le jour du concours. Ce qui se passe en colle, en interrogation, en devoir surveiller, ça n'a aucune importance. Et c'est une phrase que je répétais d'ailleurs très très souvent à mes élèves, personne ne vous demandera vos notes le jour du concours. Alors maintenant, je vais aller de l'autre côté, je vais aller d'un autre côté, je vais me dire quelle serait la préparation idéale d'une colle. Et on va essayer de se dire qu'il va falloir chercher un juste milieu, qui n'est pas forcément au milieu en fonction des situations. Dans l'idéal, ce que j'essaie de faire quand je prépare une colle, c'est déjà de ne pas avoir de lacunes sur les chapitres sur lesquels je vais être interrogé. Je vais essayer de comprendre les notions qui sont dans le cours, essayer de me familiariser avec et de gagner en maîtrise de manière à pouvoir, face à un exercice que je ne parviens pas à résoudre, produire des pistes qui sont raisonnables. Ça, c'est pour la partie agréable de la colle. Et pour ce qui précède cela, la question de cours, la démonstration, dans l'idéal, j'essaie de les travailler avec la méthodologie que je recommande dans la formation sur le cours, mais, même si tu n'en as pas entendu parler, quelque chose qui va dans le sens de la compréhension. J'essaie, dans une démonstration, d'isoler les idées principales dans un exercice qui s'apparente à celui de la synthèse en littérature, et ensuite, à partir de cette synthèse que j'ai réalisée, je m'exerce à redéployer la démonstration dans son intégralité. Et donc, finalement, ce que je te recommande pour préparer une colle, ce n'est pas pour préparer une colle que je te le recommande. Je te fais des recommandations qui vont dans l'optique d'une progression en mathématiques, tout simplement. D'un côté, il y a une bonne assimilation du cours, de l'autre, essayer de gagner en maîtrise, en initiative sur les exercices. Ce n'est ni plus ni moins que de chercher une bonne progression en mathématiques. Alors bien sûr, c'est sur un programme très spécifique, et tu vas me dire, mais je serai jamais prêt. Mais rappelle-toi, on n'est jamais prêt. Il y a toujours des choses qu'on ignore, et on peut toujours se faire coincer en colle. Tu vas me dire, mais du coup, je suis condamné à avoir des mauvaises notes toute l'année. Je dis, pas forcément, mais il va y avoir quand même un phénomène d'inertie là-dedans. Les personnes qui ont le plus de facilité en mathématiques auront un niveau de maîtrise supérieur plus vite, et donc vont souvent se ramasser avec des notes qui sont très constantes, des 14, des 15, des 16, des 15, des 14, etc. Et de l'autre, il y a les étudiants qui vont avoir besoin de beaucoup plus de temps pour atteindre un tel niveau de maîtrise. Et donc, avec cette affaire de hiérarchisation des priorités, quelqu'un qui se dit, bon, il vaut mieux que je comble mes lacunes sur le chapitre précédent plutôt que d'orienter mon travail sur le programme de la colle qui me paraît complètement hors de portée pour l'instant, telle démonstration, je comprends même pas le théorème dont il est question, tant pis, je vais travailler pour moi, je vais accepter d'être sanctionné pour la personne que je suis aujourd'hui, pour le niveau que je présente, on va me récompenser pour le niveau que j'ai. Je sais qu'il n'est pas très bon, j'ai 7. Ça colle en fait. C'est vraiment ça l'idée, je pense que c'est un grand travail, parce que la plupart des gens qui rentrent en classe préparatoire, finalement, vont aussi construire une petite partie de leur identité sur leur propension à pouvoir ramener des bonnes notes. Mais au bout d'un moment, et justement, c'est ça que j'essaie de communiquer aussi par mes mots maladroits aujourd'hui, je le conçois bien, de communiquer cette idée que c'est la progression qui compte, que c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'il faut ramener à soi, il faut regarder au loin en direction du concours, et arriver à se dire, bon, si sur la photo, c'est marqué 7 sur 20, c'est peut-être qu'aujourd'hui,
Eh bien, effectivement, je ne mérite pas plus que 7 sur 20. Mais est-ce que ça veut dire que mon travail n'est pas de qualité? Non. Est-ce que ça veut dire que je suis condamné à avoir une mauvaise note le jour du concours? Non. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va penser que je n'ai pas le niveau? Je m'en fiche, en fait. Parce que c'est pas la question. La seule question qui compte pour moi, si je suis un élève en classe préparatoire, c'est la manière que je vais avoir au quotidien de bâtir ma progression de manière à pouvoir présenter le jour du concours le meilleur niveau possible. Et tout le reste n'a aucune importance. Et donc, pour essayer de synthétiser un peu cette réponse où je suis peut-être parti dans tous les sens, je dirais que, pour moi, il est tout aussi raisonnable, compte tenu de la progression que j'envisage pour moi-même en mathématiques sur 2 ans, il est tout aussi envisageable de ne pas préparer une colle que de la préparer parfaitement en comprenant toutes les démonstrations, en faisant beaucoup d'exercices, notamment des exercices classiques, ce qui comprend aussi la collecte d'idées classiques. Peut-être que c'est classique pour le colleur, mais que c'est pas du tout classique pour toi qui viens de voir la chose. Et le juste milieu peut se placer à peu près n'importe où. Mais surtout, l'important, c'est de placer le juste milieu pour la bonne raison, et pas seulement pour survivre à tel ou tel déboire, ou quelque chose qui pourrait être causé par une mauvaise interprétation aussi des notes qu'on pourrait avoir. Et j'aurai l'occasion de développer un peu plus à ce sujet, parce que je m'aperçois que les notes sont l'objet de la dernière question que j'ai sélectionnée. 4e question. Que penser des professeurs ou des colleurs qui humilient les élèves? Alors, ici, je pense que tu vas avoir droit à une longue réponse parce que c'est quelque chose qui est aussi très associé aux classes préparatoires. On va dire que c'est quelque chose de l'ordre de la violence émotionnelle. Fort heureusement, je ne pense pas que ce soit la norme, mais par contre, je ne renie pas du tout l'existence de ce genre de pratique-là. Alors, la première chose qui me vient en tête, et tu vas me dire c'est le conseil bien facile à donner, très facile à dire et pas facile à faire, c'est de faire abstraction. Et la raison principale pour laquelle je dis de faire abstraction plutôt que par exemple de riposter, ce qui pour moi pourrait être tout à fait une solution, bien entendu, envisageable, la raison c'est que quand on est en classe préparatoire, on est dans une optique de progression. On vise l'obtention du meilleur niveau possible pour le jour du concours. Et donc si on commence à rentrer dans une relation conflictuelle avec le corps enseignant, que ce soit un professeur ou un colleur, je pense qu'on dépense une énergie considérable, une énergie qui pourrait être affectée vers l'étude des mathématiques ou même l'exercice de loisirs ou de temps de détente, etc. Alors, dans un premier temps, je vais traiter le cas d'une colle et je vais me mettre dans la peau d'un élève en classe préparatoire qui sait qu'il va avoir une colle avec un colleur qui est désagréable, qui est capable de remarques acerbes et potentiellement humiliantes. Je vais présenter la première solution qui me vient en tête, c'est celle qui est issue d'une bonne hiérarchisation des priorités, c'est de ne pas aller en colle. Parce que, regarde bien, si tu te dis que tu cherches à maximiser ta progression à long terme, et que tu sais très bien que tu vas être anéanti émotionnellement parce que tu n'as pas les barrières nécessaires pour survivre dans de bonnes conditions à 1 heure dans ce genre de conditions-là, et je pense qu'aller en colle n'a aucun sens. L'école, à la base, c'est fait pour aider l'élève à progresser, à présenter des mathématiques dans l'interaction avec quelqu'un qui est capable de lui rendre la monnaie de sa pièce dans de bonnes conditions, dans une atmosphère potentiellement bienveillante, peut-être un peu cassante, mais des choses qui sont acceptables. Mais si tu juges déjà dans un premier temps que c'est inacceptable, ne pas y aller est une solution. Et d'ailleurs, c'était arrivé, alors c'était pendant mes classes préparatoires MPSI-MP, je pense que c'était en 2e année. Ce n'était pas moi, c'était un de mes camarades de mon trinôme de colle, qui ne s'était juste pas rendu en colle de physique parce que il savait très bien qu'il allait se prendre des missiles en boucle de la part de la professeure et qu'il ne progresserait pas. Il se dit, mais pourquoi je m'infligerais ces dommages émotionnels-là, sachant que d'un point de vue académique, ça ne me servira à rien. Ça n'a aucun sens. Et j'ai toujours trouvé ça sensé. Et même en tant que professeur, si j'avais un élève qui me disait quelque chose comme ça, je trouverais ça parfaitement sensé. Alors j'irais aussi enquêter du côté du colleur, essayer de comprendre pourquoi ce genre de comportement a lieu, etc. Et je pense que je ferai peut-être aussi le nécessaire pour que ce colleur ne puisse plus officier. Cela dit, ce sont des retours qui ne me sont jamais parvenus, donc je n'ai jamais eu ce genre de conflit à régler de mon côté. Mais voilà, d'un point de vue très simple, je dirais que, dans un premier temps, ne pas nuire, on va dire, que dans un exercice qui est censé apporter quelque chose d'un point de vue pédagogique, si c'est pour qu'il y ait des dégâts émotionnels considérables, je pense que peut-être ne pas y aller, c'est une solution. Maintenant, encore une fois, j'ai présenté la solution extrême en premier, je vais essayer de nuancer à présent. Je dirais déjà que il est possible d'ériger, avec la raison, d'un point de vue rationnel, bon nombre de barrières mentales qui vont permettre de faire ricocher les phrases qui nous sont adressées.
Et là, il y a un mécanisme intéressant dans la langue elle-même, c'est que je dis les phrases qui nous sont adressées, mais c'est différent de les phrases dont tu te fais l'adresse. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à dissocier. Je pense que c'est tout aussi valable dans la vie, dans les relations sentimentales, qu'en classe préparatoire. De faire la différence entre ce qu'on nous dit et ce dont on se fait le réceptacle. Et donc, quand un colleur propose des remarques acerbes qui n'ont rien à voir avec la pédagogie, qui ont à voir avec son avis personnel des choses sur mon niveau, etc., j'ai toujours essayé de faire l'exercice mental de tri, comme l'exercice d'une décantation, entre d'un côté ce que je peux prendre et de l'autre côté ce qui, en premier lieu, ne concerne que lui. Alors, j'ai deux manières d'argumenter ce dernier point, de se dire que, d'un côté, la façon savante, c'est, quand on parle de quelque chose, on parle bien plus de soi que de la chose dont on pense qu'on parle, ou alors, avec un argumentaire d'école primaire, c'est mes enfants qui me rapportent ça de l'école, je n'y peux rien, c'est celui qui le dit qu'il est. Et il y a une part de vérité là-dedans. Qui te dit qu'à ton âge, le colleur avait un niveau supérieur au tien? Personne. A-t-il seulement fait des classes préparatoires d'ailleurs? Qu'en sais-tu? Donc tu vois, on rentre dans une dynamique où on se dit, bon, il y a la partie mathématique, je vais essayer d'opérer des transactions avec ce genre de personnes. Je vais quand même essayer de récupérer ma part, de me dire que bon, s'il y a peut-être une petite pique qui m'a été adressée, je peux m'en servir comme d'une épingle, peut-être pour retenir quelque chose de mathématique. Je peux essayer de le transformer en moyen mémotechnique. Mais pour le reste, je vais essayer de faire glisser en me disant, je ne sais pas quelle est la valeur humaine de la personne qui m'adresse ces choses-là, une personne qui n'a une connaissance que très parcellaire de moi, qui me connaît beaucoup moins que mon professeur de mathématiques. Et donc, s'il y a des choses qui me sont adressées, encore une fois, libre à moi de m'en faire l'adresse. Je pense que c'est ça le message principal que j'essaie de dire, mais je sais que c'est difficile à entendre, mais pourtant, quand on a réussi à faire ça, c'est quelque chose qui garantit une sérénité, la sérénité, le calme plat dont je te parlais au tout début du podcast, une sérénité qui est inestimable. Voilà le mot que je cherchais. Et c'est comme ça que j'ai appris petit à petit à ressentir de la pitié. Je me suis dit, mais c'est terrible que quelqu'un qui a une mission d'enseignement se sente pousser des ailes quand il est passé de l'autre côté du bureau, que ce n'est plus lui qui est au tableau, et qui commence en fait à faire un complexe de supériorité et à pousser sur les épaules des autres pour se sentir lui-même grandi. Je me dis, mais pauvre homme ou pauvre femme, et je me le suis souvent dit. Je me rappelle aussi que j'avais recours à mon imagination fertile et débordante, de manière à me dire que pendant que monsieur était en train de rabaisser mon collègue de gauche ou de droite, sa femme était peut-être partie voir ailleurs. Peut-être qu'il y a des problèmes de digestion, des dysfonctionnements érectiles, des hémorroïdes, une combinaison des trois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à la personne en face, une personne qui est capable de se comporter d'une manière agressive, notamment dans un contexte d'enseignement, ce sont les choses qui m'énervent le plus dans la vie. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette histoire de colle. Parce que sinon je vais déraper, ça va être compliqué, donc je vais passer au côté professeur. Alors là, les choses deviennent plus compliquées, parce que tout autant pour un colleur, il est possible de ne pas assister à la colle, et d'ailleurs d'en parler au professeur en lui expliquant pourquoi et comment certaines situations sont acceptables et d'autres le sont moins. Le problème, c'est que si c'est le professeur qui déconne, eh bien là, on va devoir se le farcir toute l'année. Alors, je viens de penser que je viens de dire quelque chose qui est faux parce que il est toujours possible de prendre la porte de sortie. Il est toujours possible de changer de classe préparatoire, il est toujours possible d'abandonner les classes préparatoires et d'aller étudier à l'université, etc. Mais bon, on va dire que ce sont des solutions extrêmes, mais je tiens à en mentionner l'existence. Par le passé, j'ai rencontré bien des étudiants qui, n'étant pas capables de faire face à la charge émotionnelle induite par les classes préparatoires, que ce soit pour des affaires d'humiliation ou pas, ça peut être tout le reste, ces personnes se sont redirigées vers d'autres études et sont aujourd'hui très heureuses de leur sort. Donc, c'est une possibilité qui existe. Maintenant, la grande question, c'est que faire quand on ne peut pas s'auto-éjecter et qu'on est obligé de faire avec? Alors là, je dirais un peu la même chose que dans le cadre du colleur, parce que, alors déjà, il y a ce que j'en pense. Je pense que c'est absolument minable. C'est-à-dire que quand on est un professeur, qu'on a une mission d'enseignement, qu'on s'est dit, ah tiens, quelle serait la meilleure manière de transmettre mes connaissances? Ah ben l'humiliation! Ah ben bien sûr, j'allais te le dire. Je pense que le cerveau est à changer, mais ça impliquerait le décès de la personne en question, et donc c'est compliqué, voilà, c'est encore un dérapage. Bon. Je vais me reconcentrer sur la question, et je vais essayer de prodiguer des conseils à quelqu'un qui est en classe préparatoire avec un professeur qui est capable de transmettre des connaissances, mais de l'autre, en fait, de faire des remarques qui ne sont pas appropriées. Je répondrai ici, encore une fois, qu'il est question d'ériger des barrières mentales
et aussi éventuellement des miroirs. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer avec cette histoire de colle, c'est-à-dire que je peux me dire, je ne me fais pas l'adresse de ces propos, et je peux aussi employer le moyen de défense élémentaire du c'est celui qui le dit qu'il est. Tu ne valais peut-être pas mieux que moi au même âge, maintenant tu fais le malin parce que tu disposes d'un poste d'autorité, mais l'humilité ne fait de mal à personne. De mon côté, voilà, ce que tu dis sur moi n'engage que toi, et moi de mon côté j'essaie de progresser. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a une friction qui est créée, et donc la bienveillance, la sérénité, ce calme plat, ce lac parfaitement lisse sur lequel je t'invite à ramer, mais malheureusement, tu n'as pas tous les paramètres en main, tu n'as pas toutes les choses en main pour te dire je vais rendre la chose calme. Le professeur pour créer lui-même de la friction, c'est le comble pour moi, mais bon, ça peut arriver. Et je pense que dans ce cas, la première chose à faire, c'est déjà d'en parler. Je pense que c'est très important, d'extérioriser, de trouver un moyen de ne pas garder ça en soi. Donc je t'invitais à ne pas t'en faire l'adresse, mais on va dire qu'il y a toujours une certaine porosité, c'est toujours difficile, et donc il y a forcément des choses qui t'auront traversé. Justement, il faudrait qu'elles te traversent, qu'elles ne restent pas à l'intérieur. Je pense qu'il faut en parler à tes camarades. Tu peux aussi m'écrire, d'ailleurs, sur mon site internet, oljeune.fr, et c'est à peu près tout, malheureusement. Alors, je relis la question, là. On me dit qu'est-ce que j'en pense. Je pense que ce que je viens de dire là, même si c'est pas un propos complet, ça te donne quand même une très bonne idée de ce que j'en pense. J'essaie de proposer des solutions pour des personnes qui font face à ça, mais à partir de là, de toute façon, je peux pas faire grand-chose de plus. Alors peut-être que si, je pourrais aussi composer des lettres d'insultes avec un langage très châtié, de manière à provoquer un phénomène cathartique, justement, de pousser à cette extériorisation en renvoyant la méchanceté de quelqu'un un peu dans le vide, puisque je pourrais censurer les noms, je pourrais conserver l'anonymat, et je pourrais essayer de t'aider à aller mieux comme ça. Ah, voilà, c'est une idée farfelue, mais écoute, s'il faut mettre un peu d'humour là-dedans, et que je peux exercer ma plume acerbe à faire quelque chose d'utile, eh bien écoute, je le ferai avec grand plaisir si ça peut t'aider. Et avant de passer à la question suivante, je tiens à dire à nouveau que c'est quelque chose de relativement rare. Je pense qu'il peut y avoir des critiques acerbes, mais qu'il n'y a pas forcément d'humiliation d'une manière systématique en classe préparatoire, et même loin de là. Mais là où je veux apporter quelque chose d'autre sur cette réponse, c'est que la rareté, ça n'a de sens que pour quelqu'un qui observe la chose de très loin. Mais pour quelqu'un qui vit la situation rare, c'est quelque chose qui doit être considéré. Qu'on me dise que j'ai une maladie qui n'affecte qu'une personne sur 100 000, qu'est-ce que je m'en fiche de ça? La question, c'est qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu traiter cette question, au moins pour dire que c'est quelque chose qui existe, de dire que bien entendu, il faut parler de ces choses-là, des choses qui se déroulent à côté des classes préparatoires, qui ne relèvent pas de l'enseignement académique. Et voilà, je pense que je terminerai là. 5e question. Comment gérer la pression? Alors, ici, je vais répondre très simplement, il n'y a pas de pression. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu fou. Non, je dirais que la pression n'est pas tant la pression extérieure que la manière de la transformer ensuite en une pression intérieure. Je vais te donner un exercice mental très simple et je t'invite à le faire avec moi. Tu es en classe préparatoire scientifique, mais tu es finlandais, tu es un spécialiste de la pêche au gros, et à tes heures perdues, tu es aussi un très bon guitariste de jazz. Tu ne comprends pas le français. Tu es assis en classe, tu es en classe préparatoire, il y a cours. Est-ce que tu vas ressentir de la pression? Non. A priori, tu vas peut-être entendre la mélodie de la voix de la personne qui parle, tu vas peut-être essayer de l'harmoniser avec des accords, avec des 7e, des 9e, des 11e, des 13e. Et je pense pas qu'il y ait tellement de pression. Tu vas être en colle, tu vas te retrouver face à des gens qui ne parlent pas ta langue. Toi, rappelle-toi, tu aimes la pêche au gros et le jazz. Tu as en face de toi un colleur qui te traite de tous les noms. Est-ce que tu vas vraiment ressentir la pression? Je pense pas tellement. Bon, c'est extrême, il faut que j'arrête cette blague-là, mais ce que je veux dire, c'est que il est vraiment question ici de se détacher de ce qui est dit et de faire la différence entre ce qui est dit à notre destination et ce qu'on choisit de recevoir en nous. Et il y a vraiment une vraie capacité à développer ici, c'est le thème général pour moi de ce podcast, je pense, c'est vraiment la récupération de sa part de responsabilité dans les choses qui nous arrivent. Et donc quand les gens me disent « Ah ouais, les classes préparatoires, la pression et tout », mais qu'est-ce que tu en fais de la pression? Et je vais te donner des exemples ici. Par exemple, te dire « Ah ben, il y a les classements. Les classements, ça met la pression. » Je dis « Ben pas du tout. Pourquoi ça met la pression? Ça met la pression si tu cherches à augmenter dans le classement ou à te maintenir à un certain niveau. Mais sinon, il n'y a pas de pression. » Tu veux dire « Mais il y a les notes. Ça met la pression. » Mais je te dirais non. Pourquoi ça mettrait la pression? Pourquoi une note te mettrait la pression?
c'est dans les attentes que tu as vis-à-vis de ces notes qu'il y a de la friction et donc de la pression. Mais la note, c'est une photographie de ton niveau à un moment donné. Pourquoi ça te mettrait la pression? Ça peut te mettre la pression au regard de la progression que tu espères vis-à-vis du concours et de l'imminence des écrits qui se rapprochent. Oui, peut-être. Mais la note en elle-même, c'est pas elle qui te met la pression. C'est l'histoire que tu te racontes, c'est le paradigme, le prisme à travers lequel tu vas regarder les choses qui t'arrivent. Alors, je sais que c'est une réponse extrêmement étrange que je fais, mais j'essaie de dire quelque chose de simple, en tout cas à dire, pas forcément à faire. Je sais que ça demande de l'exercice, mais c'est ça justement qui est porteur d'espoir. C'est que si c'est un exercice, c'est quelque chose qui peut te faire progresser là-dessus, c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Si on se dit la pression c'est quelque chose d'extérieur, du coup ça ne dépend pas de moi, et donc je ne peux rien y faire. Si je me dis l'enjeu, c'est pas tant mon entourage, mais c'est la manière dont j'interagis avec cet entourage, la manière dont je suis capable de pondérer les propos qui me sont adressés, d'un seul coup, je récupère ma part de responsabilité et je deviens capable de gérer la pression. Je deviens capable de gérer les remarques désobligeantes. C'est très important, en fait, pour moi de comprendre ça. Et je peux te dire que, d'un point de vue très personnel et actuel, je vais dire, c'est cette discipline que je m'efforce d'appliquer dans mes réponses aux commentaires sur YouTube. Si je peux accorder du crédit à une personne dont je connais le nom, dont je connais le prénom, dont je connais la valeur, je peux pondérer une critique, par exemple. Mais de l'autre côté, si c'est un pseudo de quelqu'un qui dit ni bonjour, ni au revoir, ni merci, et qui laisse un commentaire désobligeant, eh bien ce sera un coefficient 0. Et je pense que c'est exactement la même chose avec cette affaire de pression. Donc j'ai parlé des classements, j'ai parlé des notes, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais de se dire finalement, tout ce qui rentre dans le cadre de ma progression pendant 2 ans en classe préparatoire, je le pondère, je sens que ça va m'aider, et tout ce qui de l'autre côté me semble être un espèce d'artefact, quelque chose qui vient comme ça faire une photo instantanée de mon niveau, alors que c'est pas du tout ça qui compte, j'apprends petit à petit à le pondérer de moins en moins. Ça demande d'être en constant contrôle du prisme à travers lequel on choisit de voir le monde. Ça demande de modeler ce prisme de manière à ce que certaines zones deviennent plus brillantes parce qu'elles sont plus propices à mon épanouissement, et de rendre certaines zones plus sombres parce que je sais, au fond de moi, qu'elles ne peuvent que me mettre la pression, et trop de pression pour me permettre de travailler après sereinement dans des conditions, disons, optimales. Et je compléterai cette réponse, que je pense à peu près, j'ai dit à peu près ce que je voulais, je compléterai cette réponse en disant que, comme dans des réactions chimiques, de temps en temps, il est nécessaire qu'il y ait une certaine température pour que les choses adviennent. Il est nécessaire que les transformations se passent sous certaines conditions de pression. Je dirais que c'est aussi la même chose en classe préparatoire et qu'il est question d'un juste milieu. Donc, je te parlais du coup du pêcheur finlandais et c'était une blague, mais je peux te dire que face à des calleurs qui ont pu me chauffer, je n'écoutais plus tellement les propos qu'ils m'adressaient, mais j'écoutais seulement le son de leur voix, exactement comme plutôt que de regarder un mot sous mes yeux, je regarderais les lettres en me disant laquelle a la plus belle statique, laquelle je ne pourrais pas faire tomber en poussant dessus, donc je choisis de ne plus lire, je choisis d'observer la lettre. Et je te parlais d'harmonisation de jazz, parce que je regarde quelques vidéos en ce moment sur YouTube de personnes qui prennent des personnes qui parlent et qui vont harmoniser ça derrière avec des accords de jazz, et ça me fait mourir de rire. Et j'étais déjà dans ce genre d'exercice quand j'avais décroché, pourrait-on dire. Décroché parce que, émotionnellement, je me disais « c'est trop, je pense que ce qui est dit n'a aucun intérêt, et donc il vaut mieux que je me concentre sur autre chose. Il vaut mieux que je choisisse un autre prisme à travers lequel regarder le monde. Il vaut mieux que je choisisse des moyens de me comporter qui me permettent de faire baisser la pression. » 6e question. Faut-il être en compétition pour réussir? Alors, comme souvent, à une question du type « faut-il ?», j'ai tendance à répondre non. Il n'y a en général pas de conditions nécessaires. Parce que ça me rappelle une question qui m'avait été posée dans la foire aux questions que j'ai faite il y a quelques semaines. Il était question d'un système d'éducation à l'allemande où il y avait une approche buffet à volonté et on me demandait de comparer ça aux classes préparatoires. Et j'avais répondu que les publics qui allaient être réceptifs à l'une ou l'autre des approches ne seraient pas forcément les mêmes. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose pour cette affaire de compétition. Et je vais parler par exemple ici de compétition sportive. Dans tous les sports que j'ai connus, il y a des personnes qui n'arrivent pas
à être performantes dans un contexte de compétition, et il y en a d'autres qui se transcendent, qui se surpassent. Et bien entendu, je pense qu'il existe exactement la même chose dans le cadre de classes préparatoires. Alors maintenant, là où la question me paraît relativement curieuse en rapport avec les classes préparatoires, c'est qu'il n'est pas tant question de compétition pour moi que d'adversité et d'émulation. Et on est déjà dans ce thème principal que j'essaie de transmettre, c'est le thème de la récupération de sa part de responsabilité. Le simple fait qu'on puisse associer compétition à quelque chose de péjoratif, c'est déjà le choix d'un prisme ici. Et c'est Christophe Basson, un coureur cycliste, que j'avais entendu dans un podcast qui s'appelle Extraterrien, qui faisait bien la différence entre compétition et adversité, et par exemple ennemi et adversaire. Je peux considérer que mes camarades de classe sont mes valeureux adversaires. Et pour moi, c'est quelque chose de très mélioratif. L'adversaire, c'est celui qui va me pousser à me surpasser. C'est celui qui va me pousser, dans un système d'émulation, à faire une heure de travail que je n'aurais pas faite tout seul. Quand je suis en train de faire un entraînement cycliste à côté d'un père du même niveau que moi, c'est quelqu'un qui va m'aider à aller un peu plus vite. C'est quelqu'un qui va me permettre de m'infliger un peu plus de charge de travail, une charge que je n'aurais pas forcément été capable de m'infliger si j'avais été tout seul. Alors ici, il y a bon nombre de protestations qui pourront venir. On me dira, mais si, il y a de la compétition à l'intérieur des classes préparatoires. Il y a des gens, des camarades de classe qui se comportent comme si on était en compétition les uns avec les autres. Je dirais, mais c'est leur problème, ça. Ça ne me concerne pas, cette affaire-là. Toute ma scolarité, je sais qu'il y a des camarades de classe qui essayaient d'avoir des meilleures notes que moi et qui avaient des regards qui n'étaient pas forcément très, très aimables. Je m'en fiche de cette histoire-là. Ce n'est même pas la question. Parce que rappelle-toi, c'est une question d'objectif. La seule étoile qui brille au loin, c'est celle de l'obtention du meilleur niveau qu'il m'est possible d'obtenir en mathématiques et dans les autres matières, bien entendu. Je ne parle que des mathématiques, mais c'est la même chose pour les autres disciplines. Et que quelqu'un se sente en compétition avec moi, grand bien lui fasse. Ça ne m'intéresse pas si ce n'est pas fait dans quelque chose de positif, de porteur. J'aime avoir un adversaire. Je n'aime pas fréquenter quelqu'un qui est jaloux de moi. Alors ici, on pourra me dire, oui, mais dans mes classes préparatoires, il y a une culture de compétition de génération en génération, le professeur inflige une atmosphère de compétition, les camarades sont aussi très en compétition, mais le côté péjoratif de compétition, je dirais, en fait, c'est la même chose que pour la pression, c'est la même chose que pour les humiliations, toute une question de paradigme. De mon côté, j'ai essayé de développer, au fil de ma vie, une capacité à me concentrer sur ce qui comptait vraiment pour moi en faisant abstraction du reste. Et je te dirais que ça a été facilité par mon parcours parce que, ayant toujours été l'oiseau rare, me comporter d'une manière extrêmement différente de tous les autres ne m'a jamais gêné. Et donc, si je vois tout le monde autour de moi qui fait quelque chose, ça ne me pose plus aucun problème de faire l'inverse parce que, en tête, j'ai un objectif très clair et je juge que la manière de faire des autres n'est pas propice à l'accomplissement de mes objectifs. C'est quelque chose de personnel. On peut dire la compétition, non, c'est est-ce que je me sens moi en compétition? Et je pense que récupérer sa part de responsabilité, c'est se dire, ça ne me convient pas. Moi, la compétition, elle est avec moi-même. J'essaie de comprendre mieux les circonstances dans lesquelles employer tel ou tel changement de variable. J'essaie de comprendre un peu mieux dans quelles circonstances opérer une transformation d'Abel sur une série. C'est une quête personnelle, et que le voisin d'à côté sache l'utiliser ou pas, si ça me tire vers le haut, tant mieux. Je vais pouvoir essayer d'interagir avec lui dans une optique d'adversité, d'émulation, d'essayer de voir qui parviendra à une maîtrise de l'objet le plus rapidement possible, etc. Si ça me tire vers le haut. Et si je vois que ça engendre en moi une dynamique néfaste, eh bien, je prendrai un pas de retrait et je ferai en sorte de travailler tranquillement, tout seul. Et crois-moi, les deux manières de travailler me conviennent très bien. Et je dirais, pour terminer ma réponse à cette question de la compétition pour réussir, donc je l'interprète dans le contexte des classes préparatoires, il y a quelque chose d'absurde à faire preuve de jalousie ou de faire preuve d'une compétition, d'une atmosphère de compétition néfaste à l'intérieur même d'une classe. Parce que, c'est ce que je répétais à mes élèves tant et plus, c'est que on est une classe de 40 dans des milliers de candidats qui vont passer le concours. Et donc, mon concurrent direct, il n'est pas dans ma classe, il y a fort à parier. Le concurrent direct, c'est celui qui a à peu près le même niveau que moi, mais dans toutes les autres classes préparatoires, et on a plus à gagner à essayer de se tirer vers le haut à 40, plutôt que de se tirer dans les pattes
et de se laisser dépasser par plein d'autres classes préparatoires qui, elles, auront une dynamique soudée, une promotion soudée d'entraide. Donc se dire, il y a des concours, il y a des centaines de places, c'est pas le voisin de droite qui va me piquer ma place, c'est pas comme ça que ça marche. Je pense que là encore, c'est une affaire de prisme, l'affaire du choix d'un prisme à travers lequel voir les choses. Et je pense par contre qu'il est tout à fait souhaitable de développer une dynamique d'adversité, de saine émulation collective, de manière à réussir ensemble cet objectif individuel, qui est de se présenter le jour du concours avec le meilleur niveau possible. 7e question. Dans quelle mesure les notes que j'ai en mathématiques en classe préparatoire correspondent-elles à celles que je peux avoir le jour du concours ? Alors, c'est une question que j'avais traitée il y a bien longtemps, au tout début de ma chaîne, et je vais te faire ici une version actualisée et synthétique. Je te dirais que dans une classe préparatoire, le professeur va en général utiliser toute la palette de notation de 0 à 20. Le but est d'obtenir un bel étalement, de manière à ce que chacun puisse se repérer par rapport aux autres, de manière à ce que chacun puisse avoir un point de repère. Ce n'est pas quelque chose qui vise principalement à la compétition, mais quelque chose qui vise à te permettre de te dire, bon, j'ai progressé au rythme de mes camarades, ça c'est dans le cas où ta note n'a pas tellement changé, ton classement non plus, j'ai progressé un peu plus vite que mes camarades, ou peut-être un peu moins vite. Donc le paradigme c'est celui-ci. Et donc pour faire ça, on va noter une composition écrite sur des centaines de points, et par une cuisine linéaire ou pas, c'est-à-dire par multiplication par un petit coefficient pour amener la note de 0 à 20, ou peut-être en transformant la note sur 200 par une fonction affine par morceau, on va se ramener à une note entre 0 et 20. Je te le dis, ça n'a que très peu de rapport avec la note que tu auras le jour du concours. Alors, avant de continuer ma réponse, je vais critiquer la question aussi. Je veux dire que la note que tu auras le jour du concours n'a aucune importance dans le sens où tu ne peux pas la maîtriser. La seule chose que tu peux vraiment maîtriser de ton côté, c'est cette fameuse progression dont je ne cesse de parler. C'est le fait d'acquérir le meilleur niveau en mathématiques possible et de compléter ça, bien entendu, avec une bonne stratégie pour aborder les épreuves écrites. Et c'est aussi une formation que j'ai faite à ce sujet. Alors, si on voulait chercher des corrélations entre quelque chose qui est vécu en classe préparatoire et ce qui est susceptible d'être vécu lors de l'annonce des résultats du concours, il faudrait plutôt chercher sur le niveau moyen, peut-être, des classes préparatoires, de voir combien de pourcentage d'élèves intègrent, par exemple, Polytechnique dans telle ou telle classe préparatoire, et d'essayer de se figurer, en fonction du classement qu'on a, les chances qu'on aurait, en supposant que le niveau par rapport à la promotion précédente soit à peu près le même, et qu'il en soit de même des autres promotions, il faudrait évaluer les chances qu'on aurait aussi d'intégrer. Mais tu te rends compte de la phrase que je suis en train de faire ? C'est absurde cette histoire. C'est-à-dire qu'on est en train de considérer une métrique, on est en train de lui accorder une importance considérable en faisant des raisonnements spéculatifs en veux-tu, en voilà, alors qu'on devrait se reconcentrer sur l'essentiel, la progression en mathématiques. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu peux te dire j'ai d'excellentes notes. Très bien. La seule chose que ça veut dire, c'est que a priori, tu es dans les premiers de ta classe, et c'est tout. Tu peux me dire, ah là là, je suis en perdition, j'ai des 5 sur 20 en boucle, je sais pas ce qui m'arrive. Eh bien, je vais te dire, la seule chose qui t'arrive, c'est que tu es dans les éléments qui sont pour l'instant les plus faibles de ta classe. Et alors ? Est-ce que ça va t'empêcher de réussir ? Est-ce que ça va t'empêcher de progresser ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se dire que la photo qu'on a prise aujourd'hui, à un moment donné, il faut absolument la mettre en rapport avec la photo qu'on prendra de ton niveau dans des mois ou des années ? Personnellement, je pense pas. Mais je sais que c'est toujours facile à dire, ces choses-là. Et je sais que ça peut être renforcé, tu peux avoir l'impression que les notes sont très importantes. Et ça peut être à cause des camarades, à cause des parents, à cause des professeurs, etc. Mais j'ai vraiment essayé... La question, c'était ne pas sombrer. Quand même, la question originale du podcast, le titre que j'ai mis, c'est comment ne pas sombrer en classe préparatoire. Je peux essayer de répondre d'une manière synthétique ici, et plus qu'à cette question sur les notes elles-mêmes. Je peux te dire que d'un côté, il y a, pour moi, un état d'esprit qu'il est très important d'adopter de manière à ce que ton potentiel après académique puisse s'exploiter. J'ai répondu en 2 temps finalement. J'ai répondu avec cette affaire de méthodologie, de t'assurer que les nombreuses heures passées à travailler les mathématiques vont t'apporter la plus grande progression possible, et je t'ai parlé des formations que j'ai produites dans cette optique. Et de l'autre côté, je t'ai parlé de l'état d'esprit qu'il convenait selon moi d'essayer de développer, de manière à réduire un maximum le nombre de frictions, de manière à se fixer les bons objectifs,
de faire rebondir les choses qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre, et il s'avère que les notes qu'on a en mathématiques à un moment donné, que ce soit les notes de DS, que ce soit les notes de colle, mais c'est quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup d'importance en tant que tel. Par contre, de regarder le pourquoi du comment, de se servir de ces notes pour se remettre en question, pour se dire peut-être que ma manière de travailler n'est pas la bonne parce que je vois que tel ou tel a vraisemblablement des capacités similaires aux miennes, et je me dis, il n'y a aucune raison pour qu'il progresse plus que moi alors que je vois des capacités similaires, peut-être que ça peut servir, mais attention dans ce cas-là. Attention parce que ce raisonnement qui consiste à se dire, il n'y a aucune raison pour qu'il progresse plus vite que moi, il se base sur des paramètres dont tu ne disposes pas. Tu ne disposes pas de tout un vécu, tu ne disposes pas d'une mesure d'un potentiel de croissance mathématique de quelqu'un, et donc on s'aventure dans des raisonnements spéculatifs qui peuvent rendre malheureux. Quand je parle d'adversité, je ne parle pas forcément de la conviction profonde que, avec plus de travail, je peux atteindre le niveau de quelqu'un. Il y a des personnes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fortes que moi, et même avec tous les efforts possibles et inimaginables, je ne pourrais pas récupérer leur niveau. Mais rappelle-toi, ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif de la réussite, c'est essentiellement celui de se dire, en se retournant sur les concours qu'on a passés, les journées que j'ai passées, quand je me retourne sur mon passé, je ne vois que des journées où j'ai donné le meilleur de moi-même, où je me suis donné toutes les chances de réussir, où j'ai su hiérarchiser mes priorités, où j'ai su choisir le bon prisme à travers lequel regarder le monde, de manière à ce que ma performance soit la meilleure possible. Et bien entendu, ça fait intervenir du bien-être, ça fait intervenir de la sérénité, et ça ne fait pas intervenir que de la compétition, de la pression, ou pire encore, des humiliations. C'est terrible de terminer sur ce mot-là, mais je vais parler un peu après, donc on va accepter la réponse telle qu'elle. Alors justement, en guise d'ouverture, n'hésite pas à réagir à ce que je viens de dire. J'accepte tous les propos constructifs. Je sais très bien que j'ai présenté quelque chose de très partial, j'ai éclairé mes réponses par un prisme donné, un prisme qui est très personnel, qui est très singulier, un prisme que je pense assez rare aussi, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, mais bien entendu, j'ai laissé dans l'ombre certaines zones, parce que je ne peux pas tout développer, ça fait quelques heures que je parle, la gorge commence à tirer, et donc, voilà, n'hésite pas à compléter mes propos, et à me poser aussi éventuellement d'autres questions, me demander d'éclaircir certaines choses, de me présenter aussi des témoignages, des situations. Je suis tout à fait réceptif. Tu peux pour cela m'écrire dans les commentaires de la vidéo YouTube ou même sur la plateforme de podcast si c'est possible. Mais tu peux aussi m'écrire sur mon site alljeune.fr via le formulaire de contact et je prendrai la peine de te répondre, même si c'est brièvement parce que j'ai beaucoup de courriers en ce moment. Et il est possible aussi que je me serve de certains propos de manière à agrémenter certaines réponses que j'ai pu faire dans des podcasts ultérieurs. Je réitère aussi cette invitation à partager le podcast. Aujourd'hui, l'algorithme, c'est bien, mais personnellement, pour l'instant, ça marche pas terrible pour moi, que ce soit pour les vidéos de mathématiques ou pour le podcast. Je pense que le plus efficace, ça reste en réalité le bouche à oreille. Et donc, si tu penses que mes propos sont d'un quelconque intérêt, ou qu'ils pourraient peut-être faire réagir quelqu'un, ou peut-être lui donner le sourire, ou n'importe quoi, je ne sais pas si cet épisode spécifique permet cela, mais bon, peu importe, n'hésite pas à le partager, ça m'aidera beaucoup, et ça m'encouragera aussi à réitérer cette expérience qu'est la réponse à des questions en roue libre, comme tu viens de le voir ici. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.